Eh bien, bonjour à vous qui êtes matinaux et on vous en remercie. Cette première conférence de la journée va s'intéresser, comme vous pouvez le lire derrière moi, à la méthodologie des recommandations scientifiques. Et pour en parler, le docteur Pascal Cassan, directeur du Centre mondial de référence des premiers secours. Voilà, je vous laisse avec lui jusqu'à 10h30, et puis à 10h30, une petite pause, et derrière, on parlera des recommandations scientifiques en elles-mêmes, toujours avec le docteur Pascal Cassan. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, finalement, ce matin, je pensais que soit on organisait une bolotte, parce qu'au départ, on était 3 ou 4. Maintenant, on est plus. Même le tarot, ça passe pas. Donc, en tout cas, merci d'être là. Donc, je m'appelle Pascal Cassan, effectivement. Je suis... personne n'est parfait, je suis médecin d'urgence et par ailleurs, comme vous le voyez, effectivement, je travaille pour la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec un centre qui a pour objectif au niveau mondial d'harmoniser au niveau des 191 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais aussi en dehors de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En fait, je suis un des membres de l'ILCOR, en particulier pour vous allez voir, la commission qui s'occupe du scientifique premier secours. Donc, on va parler un petit peu de tout ça ce matin. Alors ce matin, mais alors là, surtout, d'abord, on n'est pas beaucoup. Alors n'hésitez pas, on m'a demandé si je voulais le pupitre, etc. C'est pour ça que j'aime mieux être avec vous là. Et puis, on s'arrête quand on veut, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, j'ai été trop compliqué, machin, vous m'arrêtez. Parce que le premier propos de ce matin, en 1 heure, là, vite fait, c'est de dire comment ça se construit pour que vous adhériez. Quand vous adhérez, parce que c'est facile, on vous amène des changements tous les 5 ans. Maintenant, c'est passé plus dans les idées. Avant 2000, ça frottait un peu au niveau des moniteurs, des instructeurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelait. On les appelle toujours comme ça, par facilité, parce que ces changements, on n'expliquait pas assez pourquoi on changeait. C'était pas assez lié avec la science. Et puis aussi, il y avait des professeurs, des docteurs, qui décidaient des trucs, mais sans lien avec ceux qui le faisaient. Donc si on fait de la science et qu'on ne convainc pas, vous, les formateurs, de la véracité et de la méthodologie, pourquoi on vous embête de changer les choses tous les 5 ans, eh ben, ça ne marche pas. Donc il faut lier cette science avec la pratique. Alors, dans toute présentation, on montre que c'est la règle en science de dire est-ce qu'on a des conflits d'intérêts. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt financier. Je reçois pas un rond de la part des sociétés privées. Mon conflit d'intérêt, il est intellectuel, comme on dit. Je suis donc à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, à la Croix-Rouge française, à l'ILCOR, à l'European Resuscitation Council et au Conseil français de réanimation cardiopulmonaire. Donc en fait, on dit ça pourquoi? Parce que c'est pour vous dire qui je suis et puis et que ce soit clair. Mais c'est pas parce que je suis avec une association, une organisation internationale ou un conseil scientifique que on s'ouvre pas à tout le monde, parce que le but, la science, elle appartient à tout le monde. Alors, l'objectif des recommandations internationales, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à harmoniser. Pas forcément à standardiser, mais c'est surtout, et ça c'est l'élément important, c'est de rendre service aux victimes. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour faire joli. C'est fait pour améliorer les chances de survie, et on a des excellents exemples. Dans le domaine, par exemple, de l'arrêt cardiaque, aujourd'hui, pour des pays qui appliquent ça à la lettre, sur le plan méthodologique, ils ont augmenté les chances de survie qui vont jusqu'à 17%, ce qui est énorme, 17%, parce qu'ils ont enseigné dans les écoles, parce qu'ils ont appliqué les recommandations internationales. C'est le cas du Danemark. Donc, on donne toujours cet exemple en Europe des pays nordiques. En fait, il y en a un surtout qui sort du tas, c'est le Danemark qui a augmenté ses chances de survie. Et c'est pour ça qu'il y a des recommandations. C'est parce qu'on a on a des données qui amènent effectivement des grandes améliorations. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'avant, c'était aussi fait sous un mode un peu... Il y a un grand docteur, un grand professeur dans un pays, et puis il décidait grosso modo ce qui était le meilleur, ce qui n'était pas le meilleur. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il n'y a pas un mec qui effectivement va décider de ce que vous allez enseigner au grand public, de ce que vous allez enseigner aux secouristes, ou que ce que vont enseigner nos collègues étrangers aux paramédics. Et ça, c'est un élément important. Et ce qui est important aussi, c'est suivre l'évolution des connaissances. C'est clair que on se doit de changer les choses de façon à ce que,
parce que la médecine, c'est pas une science, c'est un art. Et en fait, ça change de temps en temps, ça évolue. Il faut se remettre en question, et peut-être que, et c'est clair, moi qui enseigne depuis 30 ans maintenant, je me traîne. Hein, il y a 30 ans, on disait des conneries. Ben oui, mais on savait pas qu'on disait des bêtises. Il y avait des choses que l'on enseignait qui n'étaient pas les bonnes. Et ben aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, pourquoi on enseigne ça? Alors, c'est par qui? Qui sait? Mais qui donc se permet de nous dire, mais on va faire les choses comme ça et pas comme ça? Et ben, c'est en fait un consensus. Ce sont des organisations qui sont d'abord regroupées au sein du Comité international de réanimation, l'ILCOR. Je ne vous l'ai pas fait en anglais ce matin, parce que je sais que vous parlez couramment l'anglais, mais vous voyez ici que c'est bien l'International Liaison Committee on Resuscitation. C'est en fait une sorte de société savante qui regroupe tout le monde. Il regroupe nos amis américains et évidemment d'Amérique du Sud, avec les Canadiens, qui sont reconnus, ce sont en particulier les cardiologues, l'American Heart Association, qui s'occupe surtout effectivement du cœur, mais aussi un peu des premiers secours, l'Amérique du Sud. Et puis de l'autre côté, on a d'abord l'European Resuscitation Council, c'est le Conseil européen de réanimation sur lequel nous on dépend, c'est-à-dire que en France il y a le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire, il est celui qui représente le RC en France, et puis il y a une association en Asie, une en Australasie avec donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et enfin pour le continent africain, l'Afrique du Sud. Donc vous voyez, en fait, toutes les tendances sont reconnues dans cela. Mais il y a d'autres organismes, justement, ceux qui nous intéressent, en particulier en France, ce sont ceux qui nous font appliquer les recommandations. Parce que même si c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé qui, au final, vont éditer des lois, en tout cas des décrets en la matière, ceux qui vont décider du contenu, c'est ceux qui ont la science, et c'est aujourd'hui en France la Haute Autorité de Santé, la Société Française de Médecine d'Urgence et le Conseil Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire. Après, sur le plan international, il y a d'autres organismes qui participent à ces recommandations. Il y a des centres d'evidence-based, ça veut dire en fait basés sur les preuves, et c'est toute la base du contenu des recommandations, comment on les construit. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et puis d'autres organisations, dont l'Organisation mondiale pour la santé. Alors, une recommandation, aujourd'hui, c'est pas un livre de cuisine. Je ne vous fais pas un cours sur la cuisine japonaise, je ne vous fais pas un cours sur... Non, des recommandations, c'est des choses qui vont être basées sur les preuves et qu'ensuite on va adapter. C'est-à-dire que si vous enseignez les premiers secours ici même à Paris ou dans une ville de province, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que quelqu'un qui va le faire en Sud-Soudan, en pleine zone de conflit, ou en Afghanistan, ou bien aux États-Unis, à New York. Vous ne l'enseignerez pas pareil, vous aurez des bases communes, vous aurez la science commune, mais on va l'adapter. Et c'est basé sur des preuves scientifiques, mais pas seulement. Parce que quand on fait ces études scientifiques, on s'aperçoit qu'on n'a pas encore assez d'études. On s'aperçoit que parfois, ce n'est basé que sur des choses qu'on pense que c'est les bonnes pratiques. Ça s'appelle les bonnes pratiques de terrain. Et parfois, il y a des recommandations de faible qualité scientifique, mais qui arrivent quand même parce qu'on n'a pas assez. On n'a pas assez la preuve de ce que l'on va faire. Mais par contre, la recommandation, elle doit être extrêmement simple. Elle doit être extrêmement claire de façon à l'adapter au terrain. Si vous êtes un secouriste en montagne, si vous êtes un secouriste nautique, ou si vous intervenez dans des dispositifs de premier secours, eh ben, il vous faut en fait quelque chose qui soit adaptable à votre environnement. Et puis pour ceux qui sont nos collègues qui font des gestes en Afghanistan ou ailleurs, l'arrêt d'une hémorragie sur un théâtre d'opération, c'est le garrot, si on arrive à aller vers la victime, et puis on se démerde pour le tirer par où on peut et le sauver comme ça. Donc vous voyez qu'on doit être très adaptable par rapport aux recommandations scientifiques. Alors il y a 3 composants dans des recommandations scientifiques. Il y a d'abord les preuves. Ça, c'est important, c'est-à-dire que régulièrement, on va, grâce à des outils informatiques très puissants maintenant, rechercher tout ce qui s'est dit sur un plan scientifique au niveau d'un sujet. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que vraiment, on va chercher
tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur le sujet. Même si c'est quelque chose de pas très bien monté, que c'est un petit truc, un petit cas dans un petit coin du monde, etc. Peu importe. On retrouve toutes les publications qui se sont faites sur le sujet. Puis ensuite, eh bien, on va voir ici effectivement la pratique des experts sur le terrain, et c'est là où les groupes de travail commencent à analyser tout ce qu'ils ont trouvé et dire tiens, bah ça vaut le coup, ça a une vraie preuve, eh bien on va le retenir. Et puis enfin, il y a là un élément extrêmement important dont vous faites partie, c'est qu'à un moment, on se pose la question, est-ce que la population cible, qui sont 1, le grand public, 2, les professionnels ou volontaires de l'urgence, 3, les formateurs, est-ce que ce que l'on est en train d'analyser, c'est bien adapté à vos besoins ? Est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer sur le terrain ? Parce que c'est bien joli, on ne va pas vous sortir des trucs qui sont pas suffisamment clairs, de façon à ce que vous ne puissiez pas l'expliquer face à votre public. Alors voilà, c'est ça qui a changé. C'est qu'avant, c'était grosso modo eminence-based. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de travail, et le dernier mec qui dormait pas, il décidait de ce que l'on faisait dans le futur. Hein, c'était grosso modo, c'était ça. Alors en plus, comme quand vous avez 2 médecins, vous avez 3 avis. Quand vous en mettez une dizaine autour d'une table, c'était gagné. Il y avait vraiment, c'était basé pas forcément sur vraiment ce qu'on a besoin. Et bien là, maintenant, on est basé là-dessus. On est basé sur des choses qui sont beaucoup plus carrées, qui permettent de se dire, c'est pas basé sur ce que dit Cassan un matin à la porte de Versailles et c'est lui qui a décidé comment on allait faire. Non, c'est basé sur tout plein de gens qui ont la capacité de se contredire et d'arriver à un consensus. Donc on est passé, comme le disent les Anglais, d'un eminence-based, donc basé sur des éminences qui décidaient grosso modo de ce qu'on allait faire, sur une evidence-based, c'est-à-dire basé sur des preuves. On ne peut pas faire le jeu de mots en français, mais ce n'est pas inintéressant d'y penser. Alors, il y a 3 composants. 3 composants dans la rédaction d'une recommandation. Ce matin, là, dans cette première partie, vous allez être un peu, comment je dirais, frustré, parce que je ne rentre pas dans le détail. Ça sera tout à l'heure, après 10h30, qu'on parlera de ce que peut-être ça va devenir un petit peu, il y aura des grosses modifications. Mais là, vraiment, je vous donne comment ça se construit. Il y a 3 composantes dans la construction de nos recommandations. Alors d'abord, il y a des avantages. D'abord, il faut des avantages pour les victimes. Je vous le disais tout à l'heure, c'est en particulier d'améliorer leurs chances de survie, diminuer le handicap, parce que heureusement ils ne vont pas tous mourir, mais lorsqu'on se brûle, on peut avoir un handicap physique à vie, et c'est dramatique. Et les brûlures, c'est un énorme sujet au niveau international. Alors c'est vrai que nous, de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins, heureusement, et on voit des terribles incendies, mais les brûlures ne sont pas si importantes que ce qui est le cas en Asie. En Asie du Sud-Est, par exemple, ils vivent dans des conditions telles qu'ils utilisent, des bougies. Les brûlures, c'est un sujet terrible en Asie. Donc si on ne leur donne pas le comment faire, y compris le comment faire sans eau, si vous n'avez pas d'eau, qu'est-ce que je fais ? Parce que pour vous, c'est tellement évident. On vous dit, brûlure, j'arrose. Et alors quand j'ai pas d'eau, je fais quoi ? Je fais quoi quand j'ai pas d'eau ? C'est le sujet également des recommandations. Il faut ensuite, bien sûr, améliorer la cohérence des soins, c'est-à-dire de se dire, en fonction, nous, pareil, on est en France dans un système absolument fantastique, des sapeurs-pompiers qui arrivent entre 7 et 10 minutes lorsqu'on est, c'est une moyenne nationale, je sais bien qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus long, des SAMU qui arrivent aux alentours des 15 à 20 minutes, oui aussi, c'est un peu plus long dans certains autres endroits de France, mais néanmoins, on a un système qui est extrêmement performant. Il y a des endroits où on a les secours dans 1 heure, peut-être dans 1 jour. Et ça, c'était l'élément, évidemment, comment on va améliorer ça. Et puis influencer les politiques. Vous avez vu, récemment, en France, là, on vient de créer enfin, c'est pas encore créé, le Sénat doit encore valider, mais il y a cette loi qui permet aujourd'hui de créer le terme de citoyen sauveteur. C'est parce que il y a du lobbying là-dessous pour que nos politiques suivent enfin les gens de terrain comme vous, en disant le premier secours, c'est vachement important. Alors les personnels de soins, ça vous en faites partie. Vous en faites partie. Alors nous, on a cette particularité en France, c'est que
il y a toute une grande partie qui est portée par le monde du volontariat, du bénévolat. Et ça, c'est l'élément très différent de certains pays où eux, ils ont des paramédics, ils ont donc des gens qui sont payés, qui sont des gens qui sont entre le secouriste et l'infirmier. Voire des fois des gens les paramédics de niveau 3 aux États-Unis, ils intubent les patients, donc ils font vraiment des gestes qui vont très au-delà de ce que nous on enseigne en France. Mais en tout cas, l'important de ces recommandations, c'est de vous donner les bonnes pratiques et de comprendre ce que vous enseignez et d'être convaincu pour convaincre le grand public ou vos secouristes. Donc ça, c'est l'élément important. Et puis dire aussi, il y a des trucs qui sont dangereux. Vous enseignez par le passé les points de compression. Aujourd'hui, on est sûr que les points de compression, c'est dangereux. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, qui était très difficile à faire, et qui en plus, dans toutes les études, a montré une aggravation de l'état de la victime. Donc c'est quelque chose qu'on a enlevé purement et simplement. Ça vous rassure ? Ça rassure parce que quand on se dit, après tout, je fais selon des recommandations internationales, on dit, c'est pas moi. Alors, vous avez le droit d'avoir votre avis, entre guillemets, lorsque vous prenez en charge une victime, mais néanmoins, vous n'avez pas le droit d'avoir votre avis sur comment on va la prendre en charge et la démarche. Normalement, vous devez l'avoir finalement dans la tête. C'est ce qu'on vous a appris lors de vos formations. Et puis, ça, là aussi, c'est un élément important dans les avantages pour les personnels de soins. C'est que tout ça, ça permet des recherches. Alors ça, c'est là où en France, on est très nul. On est très nul. Et c'est dommage. Parce que grosso modo, nous enseignons tous ensemble en France on va dire grosso modo, on est entre 500 et 600 000 selon les derniers chiffres de la sécurité civile, à enseigner le PSC1. Est-ce que vous avez vu un papier scientifique qui est sorti sur l'enseignement en France, la qualité d'une formation plutôt par rapport à une autre en France? Non. Non. Et c'est dommage, parce que vous avez forcément à un moment dans vos associations, dans vos organismes, vous avez des médecins, vous avez des infirmiers qui ont un côté scientifique que peut-être vous, en tant que secouriste, vous n'avez pas, et qui pourraient vous aider à faire une étude. Même si c'est sur 50 personnes, pourriez-vous dire, tiens, je vais faire dans mon association, dans mon organisme, je vais comparer l'efficacité du massage cardiaque avec le bouche-à-bouche et sans le bouche-à-bouche. Je vais le faire comme ça. Il y en a plein qui l'ont déjà fait, mais ça serait bien de le faire nous. Et puis ça motive les personnels de faire de la recherche. Donc la recherche dans le domaine des premiers secours, en plus, si vous faites un bon texte, il sera pris pour la prochaine recommandation, en 2025. Donc c'est l'intérêt de la recherche en premier secours. Il ne faut pas se baser sur le fait de dire aujourd'hui c'est comme ça, on me dit voilà, faut faire comme ça. Non, vous pouvez amener aussi des éléments, et ça, c'est surtout dans le domaine de l'enseignement. Ici, je pense que vous êtes une majorité à vous intéresser à cela. Bien sûr, on pourrait le faire aussi dans le domaine de ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire de se dire tiens, je vais là sur le salon, il y a des endroits où on montre des garrots d'une certaine forme, des garrots d'une autre forme, ou un appareil de ventilation et un autre. Je pourrais faire aussi une étude sur quel est le meilleur. Donc c'est de se dire, en tout cas, c'est de vous pousser simplement et de mettre dans votre idée que vous pouvez participer à ça. Il vous faut des gens qui simplement savent un petit faire de la méthodologie, mais qu'on perd vachement de votre savoir-faire. Et ça, c'est dommage, parce qu'en France, on n'influe pas assez les recommandations internationales, parce qu'on ne publie pas assez, et en particulier parce qu'on ne cause pas l'anglais suffisamment. Mais à vrai dire, déjà, si on publie en français et que vous avez une bonne âme que vous trouvez qui fait de la traduction en anglais, ça peut influencer beaucoup le futur. Alors ensuite, bien sûr, il y a les avantages pour le système de santé, parce que le but, c'est d'économiser des sous, c'est de sauver et d'éviter des hospitalisations. Le premier secours, c'est un de ses rôles. C'est un de ses rôles d'aider la politique de santé d'un pays. Et nous, évidemment, bien sûr, la qualité des soins, c'est super important. Et que lorsqu'ils vous voient, vous, en tant que volontaire, faire des gestes sûrs de vous, qui prennent bien en charge la victime, tant sur un plan physique qu'un plan psychologique, la victime, elle se dit, je suis dans un pays où on me prend bien en charge. Et c'est très important au niveau, cette fois-ci, politique et institutionnel. Alors, il y a des limites. Il y a des limites parce que, évidemment, il faut faire très attention lorsque on est à la phase des recommandations, de
ne pas avoir des gens autour de la table qui ont des conflits d'intérêts. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure mes conflits d'intérêts au départ. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient appointés par un tel ou un tel pour que, eh bien, grosso modo, influer sur des recommandations. Donc ça, c'est un élément important. Deuxièmement, c'est que, eh bien, effectivement, on peut avoir, si les preuves scientifiques sont insuffisantes, des recommandations mal interprétées. C'est parfois, et c'est même lorsque l'on passe au niveau national et que effectivement on fait les référentiels, c'est vrai que de temps en temps vous nous interrogez, je dis nous parce qu'on est beaucoup en multi-associatif au sein du Conseil national de protection civile à travailler maintenant sur les contenus des référentiels, et parfois c'est pas clair. Faut que vous le disiez. Si c'est pas clair, il faut le dire, la recommandation en France n'est pas claire. Alors c'est peut-être qu'au niveau international, elle ne l'est pas non plus. Donc il faut qu'on soit plus clair. Comment ça se passe ? Comment ça se pratique ? Alors d'abord, pour faire un sujet, il faut se poser une question. C'est quand même, ça c'est une vérité de la palisse, mais c'est comme ça. Alors on se pose une question. Alors la question, elle doit toujours être de la même forme. C'est ça en science. En science, si on veut comparer quelque chose qui est blanc et quelque chose qui est noir, il faut que ce soit fait toujours selon la même méthodologie. Pour cela, on utilise une rédaction de la question qui s'appelle PICO. Alors pourquoi on va voir pourquoi elle s'appelle PICO, mais ça a l'objectif, ça a l'intérêt d'avoir toujours le même objectif. C'est au final une recommandation. Alors PICO, pourquoi PICO ? Alors, il y a 3 termes qui, avec la France, vont très bien. C'est les 3 premiers. D'abord, PICO, c'est population. On définit sur quelle population on travaille. C'est chez les personnes qui découvrent quelqu'un qui est inconscient et qui ne respire pas. Ça, c'est une population. C'est par exemple quelqu'un du grand public. Arrêt, donc, cardiaque en dehors de l'hôpital. Ça, c'est la population. Vous définissez ça. C'est la première partie de la question. Deuxièmement, vous dites, l'intervention, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je voudrais montrer ? Là où je voudrais donner des preuves que ça marche ? Et bien là, dans mon exemple, je vous dis, je vais prendre la réanimation cardio-pulmonaire par compression thoracique sol. C'est vrai que ça a été discuté, mon Dieu, ah là là, est-ce qu'il faut faire du bouche à bouche, il ne faut pas faire de bouche à bouche, etc. Alors il a fallu trouver des preuves pour dire à quelle population on doit proposer ça. Et bien la deuxième partie de notre question, c'est je vais me poser la question, est-ce que faire du massage cardiaque, des appuis thoraciques sol, est-ce que effectivement c'est quelque chose qui peut amener un bénéfice à la victime ? Et puis, le troisième terme, si je veux voir si c'est efficace, il faut que je le compare. Il faut que je le compare avec quelque chose qui existe. Et bien là, je le compare avec la réanimation cardio-pulmonaire faite classiquement, que vous avez tous enseigné, la réanimation avec massage cardiaque, appui thoracique, et puis bouche à bouche. Et puis enfin, j'ai des critères de jugement. Alors c'est là où le O, ça ne va pas en français, parce que c'est des outcomes, mais outcome, ça veut dire critères de jugement. C'est-à-dire, en grosso modo, ce à quoi on veut arriver. La 4e chose, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Pourquoi je fais cette étude ? Parce que je veux voir si, ça fait repartir un cœur, donc on revient à une circulation spontanée, comme on dit, ou eh bien, ça fait survivre la victime à l'arrivée à l'hôpital, à la sortie de l'hôpital, à 5 ans. Ça, c'est évidemment magnifique lorsqu'on y arrive. Et surtout, est-ce que la personne que l'on a sauvée, elle est comme vous et moi, enfin vous surtout, moi, est-ce qu'elle a un bon état neurologique, est-ce qu'elle cause bien, on lui a pas laissé une hémiplégie, etc. C'est-à-dire que est-ce que vraiment tous les gestes ont été tellement bien faits que eh bien, finalement ça devient un survivant qui a eh bien, toutes ses qualités après avoir été mort pendant un certain temps. Eh bien ça c'est un champ d'application, une question que je me pose. Alors cette question que je me pose, eh ben, il va falloir que je demande à des gens d'en discuter. Alors on constitue des groupes, on essaye eh bien, dans ces groupes d'identifier des différentes personnes et on inclut des victimes également et des patients ou du public. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que savoir ce que les docteurs en pensent, ce que les professeurs en pensent, c'est une chose, qu'on ait fait les phénomènes, on va dire, le côté je dirais, scientifique, et qu'on a vu ceux qui avaient écrit là-dessus et qui avaient donné tiens, ouais, ça marche, ou alors ça marche pas.
Et puis ceux aussi qui vont également l'utiliser parce que ça permet qu'ils donnent leur avis aussi et qu'ils modèrent un petit peu les décisions des experts. Et ça, c'est un élément important parce que ça nous donne une recommandation pratique de terrain. Alors, il faut une rigueur d'élaboration. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il faut, mais grosso modo, il faut des bons mots-clés, parce que quand on recherche dans les bibliothèques internationales, il faut informatiser, il faut bien sûr mettre les bons mots-clés pour trouver toutes les recommandations, il faut que ça s'appuie sur les preuves, il faut qu'on ait une partie, je dirais, on dit je vais faire des recherches de 2000 à 2018, parce qu'on va pas remonter à 1960. À l'époque, on ne faisait pas de compression thoracique seule. Donc on est forcé de se mettre une limite dans les dates de recherche. Ça nous permet d'avoir moins de textes à analyser. Et puis plein d'autres choses, de façon à ce que vraiment sur l'élaboration de cette recommandation, on soit rigoureux. Et puis, on essaye donc de faire une présentation claire, de façon à ce que vous soyez en mesure, lorsqu'elles sont éditées, ces recommandations, alors je sais bien qu'elles ne sont pas souvent éditées en français, je vous l'accorde. Alors, il y a celles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sont éditées en 4 langues. Donc, vous avez sur le net, vous pouvez aller chercher les recommandations de 2015 en français sur le site de la Fédération internationale et du Centre mondial. Sinon, effectivement, très souvent, elles sont en anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, c'est vrai que c'est chiant de lire quelque chose et de ne pas tout comprendre. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que, et vous le verrez si vous vous y intéressez, c'est que les résultats de cette question, c'est-à-dire comparer le massage cardiaque avec et sans ventilation, ça représente 3-4 pages à lire. Mais au final, il y a un tout petit paragraphe qui fait 3 lignes, 3-4 lignes, c'est la conclusion finale. La conclusion finale, c'est ça qui est important pour vous, parce que c'est la seule chose qui va vous faire modifier votre pratique. Alors, il faut que ce soit applicable. Alors, bien sûr, il est important de se dire, quand on fait une recommandation, je vous disais quelque chose tout à l'heure auquel peut-être vous n'aviez pas pensé, du fait de votre pratique en milieu je dirais luxueux, là où on a de l'eau. Mais lorsqu'on parle des brûlures, par exemple, on est forcé de voir l'applicabilité dans un endroit où on n'a pas d'eau. Qu'est-ce que je fais? Et là, on est forcé de chercher les preuves scientifiques de qu'est-ce qui pourrait éventuellement remplacer l'eau. Allez, je vous dis un exemple, c'est les feuilles de banane. Et par exemple, c'est une grande pratique et il y a des preuves qui montrent que les feuilles de bananier sont quelque chose d'important pour les brûlures lorsque l'on n'a pas d'eau. Et c'est comme ça. Donc, et pour plein de choses comme ça, on a des alternatives qui pour vous paraissent... D'abord, aller chercher une feuille de bananier, vous allez avoir du mal lorsque vous habitez à Lyon ou peut-être que dans le sud de la France. Mais ça va être compliqué pour vous. Mais par contre, pour celui qui est sur le terrain en Afrique ou éventuellement, ne serait-ce que dans nos départements d'outre-mer, peut-être que l'eau, elle est très loin et que si on se brûle, ça va être bien. Donc là, c'est vraiment un élément très important. Il faut vraiment prendre en compte l'applicabilité de cela. Et qu'on ait des alternatives de recommandations. Et puis, enfin, l'indépendance éditoriale, là encore, c'est que les recommandations, elles appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc... Vous avez des éditeurs ici, dans le salon. Eux, ils font des choses, ils font du contexte, ils font des livres. Là, il y a le copyright. Dans les recommandations, elles n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que vous utilisez les recommandations scientifiques comme vous voulez. C'est-à-dire si vous les citez, vous dites simplement en bas, c'est Lillecor qui a dit ça, telle année, etc. Mais au moins l'avantage, c'est que parce que indépendance éditoriale il y a, vous pouvez utiliser effectivement ces recommandations. Et il faut que tous les membres du groupe, effectivement, aient bien donné un accord à cela. Et qu'ils aient dit, moi je l'ai fait, et en mon âme et conscience, et sans aucune influence de quelconque partenaire privé qui m'aurait donné quelques sous par-ci, quelques sous par-là, pour recommander tel ou tel instrument. C'est important ça. Alors, voilà comment c'est fait. Alors vous voyez, c'est simplement un petit schéma pour vous dire, voilà, ici on commence par la PICO.
on définit les critères qu'on va analyser pour toutes les études, on prend tous les papiers qui sont parus dans la science, et puis on se fait un tableau. On se fait un tableau, on fait donc un résumé des résultats. Quelles sont les études qui, par exemple, ont dit que la réanimation avec et sans bouche à bouche, c'était mieux, c'était moins bien, etc. Et une fois qu'on a ce tableau, tous les experts, alors d'abord, il y en a 2-3 qui travaillent en détail, et puis après les autres, ils viendront critiquer. Plus facile de critiquer que à faire, mais c'est le jeu. Et une fois qu'on a ce tableau, eh bien, on arrive à des recommandations qui sont soit de très haut niveau, soit modérées, soit bas, soit très bas. Et ça, c'est un élément important parce que ça nous donne la possibilité, si par exemple on est dans un haut niveau de science, vous n'avez pas le droit de vous dire je ne vais pas l'appliquer. Moi, je pense que c'est pas vrai avec mon expérience à moi. Non, votre expérience à vous, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que là, à ce niveau-là, on a pris tellement de preuves que vraiment, vous n'avez pas le choix. Faut faire ce qu'on vous dit. Par contre, si on est dans le très bas, dans le très bas, il y aura probablement une adaptation parce qu'on n'a pas assez de preuves scientifiques. Et puis ensuite, pour définir ce haut, bas, modéré, etc., on regarde aussi s'il n'y a pas des biais parce que, on pourrait avoir des imprécisions, on pourrait prendre des populations qui, on prend un type de population et pas un autre. Du coup, on pourrait se dire, tiens, l'étude, elle vaut pas tant le coup. Et c'est vrai que c'est un élément important parce qu'ensuite, après avoir fait ce travail, on met cette fois le groupe de travail autour. Je vous donne comme exemple, ici, il y a ce qu'on appelle une First Aid Task Force, un groupe de travail sur les premiers secours au niveau de l'ILCOR. Et ces gens-là, ils se réunissent tous ensemble, face à face. Et puis du coup, ils vont analyser finalement et ils vont déterminer qu'est-ce qu'ils vont vous dire à vous. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur la réanimation cardio-pulmonaire sans bouche à bouche? Est-ce qu'ils vont dire « nous vous recommandons » ? Ça, c'est un haut niveau de preuve. Est-ce qu'ils vont vous dire « nous vous proposons » ? C'est un niveau de preuve, mais un petit peu moins bon. Est-ce qu'ils vont dire « nous ne recommandons pas » ? Faites pas de point de compression, c'est dangereux. Ou alors, ils vont vous dire « nous ne proposons pas ». C'est-à-dire, on pense que c'est pas très bon quand même, mais après tout, si vous voulez continuer à le faire, voilà. Ça, c'est l'élément important. C'est comme ça que ça se construit, petit à petit, morceau par morceau. Pour vous dire un sujet comme ça, ça demande, pour ceux qui y travaillent, les 3-4 qui y travaillent au départ, ça demande au minimum 100 heures à 150 heures chacun. C'est tous des bénévoles. Ils ne sont pas payés pour ça, les gens. C'est par intérêt scientifique qu'ils y travaillent. Une fois par an, on les réunit dans un endroit pas trop désagréable dans le monde, où là, au moins, on leur paye le voyage, parce qu'en plus, ils ne vont pas être bénévoles. Et voilà. Mais ces gens-là, en tout cas, ils le font bénévolement, comme vous dans votre activité. Ils ne sont pas payés pour ça. Et on arrive donc à la conclusion de est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas. Alors, bien sûr, voilà le résumé, c'est les groupes de travail formulent les questions, les experts font une première revue, les groupes de travail, ils se causent, ils se tapent dessus, ils essayent de trouver un consensus. Le comité international, c'est un comité qui va voir si ce que les autres ils ont écrit, est-ce que c'est bien ce qui a été analysé, donc c'est une sorte de contrôle. On relit par des pairs, c'est-à-dire ça, c'est des gens qui n'ont pas participé au travail et qui relisent pour voir si ça passe, c'est-à-dire si c'est compréhensible. Et enfin, ensuite, on publie le consensus. Et ensuite, comme on publie le consensus au niveau international, on l'envoie à la première carte que je vous montrais, ceux qui sont en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Et on leur dit, voilà le consensus de la science, à vous de jouer, messieurs, dites-nous comment vous adaptez ça en Europe. Et on a à ce moment-là ce qu'on appelle les guidelines. Aujourd'hui, traduit en français, c'est recommandation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on a francisé aussi, les guidelines, parce que tout le monde parle guidelines. Et tout le monde ne parle pas français. Voilà comment ça s'est passé en 2015. Ce que vous enseignez aujourd'hui, avec un peu de retard, parce que nous, en France, on est quand même un peu long, il faut dire, pour mettre en application les recommandations. Je vous parle en particulier du PSE, qui quand même est arrivé, qui est arrivé 3 ans après la publication des recommandations. Donc on n'est pas très rapide en France, pour des raisons un peu administratives habituelles. En tout cas, voilà comment ça s'est passé. On a commencé à travailler en 2012 sur les recommandations pour 2015.
Et il y a eu des réunions en face à face de la part de l'ILCOR. Donc il y a une fois par an, il y avait une réunion dans certains endroits. Et ensuite, eh bien, pendant cette période, il y avait, et c'est également une fois par mois, de ce qu'on appelle des WebEx, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, eh ben, on se cause les uns les autres sur un sujet ou sur deux sujets. Ça permet eh bien, d'économiser des sous, bien sûr, et de passer aujourd'hui, avec ces nouveaux outils de réunion informatique, eh bien, d'éviter des frais de déplacement. Et enfin, eh ben, vous avez vu, en tout cas, vous avez vu paraître, vous avez entendu que la parution s'était faite en octobre 2015, et c'était le processus 2015. Alors 2020, c'est demain. 2020, c'est demain, et le processus a un petit peu changé. Regarde où j'en suis, 10h, on a commencé à 9h30. Ah ouais, c'est ça. Donc, on est bon. Le processus 2020, eh bien, il a un tout petit peu changé. C'est que l'ILCOR a décidé de faire paraître tous les ans les sujets sur lesquels on a travaillé. Avant, c'était le secret. Quand on a le secret, on a l'impression d'avoir le pouvoir. Alors, du coup, il disait rien, et c'était, pouf, en 2015, on disait tout. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, puisque chaque année, il y a les sujets qui ont été traités et terminés, qui apparaissent sur le site de l'ILCOR. Désolé, là encore, c'est en anglais. Mais vous pouvez aller, vous, voir ces recommandations de l'année sur des sujets. Par exemple, cette année, enfin en 2018, vous verrez, si vous y allez par curiosité, ilcor.org, eh ben, vous verrez, il y a eu les recommandations sur des choses un petit peu spécialisées en matière de réanimation cardiopulmonaire, mais il y a eu les recommandations sur la réanimation cardiopulmonaire par téléphone, il y a eu des recommandations sur l'hypoglycémie, la prise en charge de l'hypoglycémie. Donc chaque année, l'ILCOR a dit, on va faire un processus continu de révision de la science, et on va le faire paraître. Et en plus, avant la parution finale, on demande l'avis pendant à peu près un mois à tout le monde, au monde entier. C'est-à-dire que vous pouvez aller, vous, sur le site de l'ILCOR, vous regardez la recommandation et vous dites « j'y comprends rien, vous avez mal écrit ». Vous avez le droit de le dire. Après, on peut vous dire « vous n'avez qu'à apprendre l'anglais ». Mais cela dit, vous avez le droit aussi parce que vous parlez plutôt bien l'anglais, eh bien de dire « I think so » et de donner quelques petits éléments qui vous paraissent peut-être dans l'applicabilité, dans votre pratique quotidienne. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que c'est plus secret, quoi. Il n'y a plus le secret des scientifiques qui sortent du chapeau les recommandations tous les 5 ans. Là, c'est progressif. Et puis, bien sûr, nous, on a une fois par mois, de 23h à minuit, parce qu'il faut prendre les décalages horaires en compte. Nous, on travaille grosso modo 1 heure, 1 heure et demie ensemble, à distance, sur les sujets qu'on a fait, pour discuter, et là aussi économiser les temps de réunion en face à face. Et tout ça pour arriver, eh bien, en février 2020, d'abord à une conférence de consensus, qui là fixera définitivement les recommandations de 2020, et ça permettra au comité éditorial de tout réécrire dans le même mode, et une parution des prochaines recommandations en octobre 2020. Donc ce sera effectivement des recommandations qui paraîtront donc à tous les niveaux, au niveau de l'ILCOR, et puis les guidelines qui seront appliquées par exemple, pour ce qui nous intéresse, European Resuscitation Council, qui donnera effectivement au Conseil français de réanimation cardiopulmonaire, ou après au niveau international, à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les moyens de faire ces recommandations pour ces personnels, en tout cas les gens qui vont appliquer cela. Donc voilà quand, en tout cas, il y aura les recommandations internationales. Donc dans tout ça, une fois qu'on a travaillé là-dedans et qu'on est arrivé aux recommandations internationales, on arrive à la contextualisation. Ça veut dire quoi, la contextualisation ? D'abord, c'est pour faire scientifique qu'on dit ça. En fait, c'est tout simplement, je vais faire des outils qui vont diffuser les recommandations. Et là, et bien sûr, je vais prendre en compte les facteurs locaux, par exemple. Nous, on a, et la différence de système, c'est-à-dire que comme nous, on n'a pas de paramédics, les recommandations qui seraient
un petit peu trop orientés vers des paramédics, ceux qui travaillent au sein du Conseil national de protection civile, par exemple, le groupe médical, il va essayer d'adapter ses recommandations à vous, secouristes, puisque vous n'intuez pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà, vous le faites discrètement parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Mais en tout cas, c'est clair qu'on va essayer d'adapter à votre réalité ces recommandations internationales. Puis on va s'intéresser à la législation parce que, par exemple, en France, grâce à la dernière loi, mais déjà par le passé, l'obligation de porter secours n'était basée que sur l'alerte des secours. En France, on est assez bien protégé sur le plan premier secours. Sauf si on vous retrouve en train de masser avec le pied votre belle-mère, etc. Bon, on a des doutes là, on peut avoir des doutes. Mais le reste du temps, c'est si vous faites un geste, même s'il n'est pas super bien fait, normalement, pas normalement, c'est qu'on n'a jamais vu de jurisprudence en la matière. Et que là, la création grâce à la loi qui vient d'être pour l'instant votée à l'unanimité par nos députés et qui est au Sénat, eh bien, la création du citoyen sauveteur le protégera encore mieux. Ce n'est pas du tout le cas en Chine. En Chine, quand je fais un premier secours, la première chose que les familles se disent, c'est comment je vais pouvoir poursuivre mon sauveteur et pour avoir des sous. C'est terrible, c'est comme ça. Il y a beaucoup de recours en Chine sur des gestes de premier secours faits par soit des volontaires, soit des professionnels. Et donc, évidemment, du coup, c'est un obstacle à la diffusion, alors que, évidemment, 1,7 milliard d'habitants, c'est quand même très important à ce qu'il soit enseigné au premier secours. Surtout qu'à des endroits en Chine, on a accès à rien. Et puis, des fois, à Pékin ou à Shanghai, c'est la guerre des étoiles parce qu'ils ont des systèmes fantastiques. Donc, la Chine, c'est tellement hétérogène, ils ont peur de diffuser les premiers secours parce qu'ils ne sont pas protégés au niveau légal. Donc, on s'y intéresse. Et puis, on s'intéresse à 2-3 trucs qui semblent importants quand même. C'est d'abord les sous. Les ressources disponibles, c'est-à-dire combien j'ai de formateurs, comment je vais diffuser ça. Vous imaginez, 24 provinces, 1,7 milliard d'habitants. Si vous habitez à Pau, vous avez un peu moins d'habitants et que c'est un petit peu plus facile d'avoir une stratégie de formation au premier secours à Pau, par exemple. Et encore plus facile si vous habitez dans une encore plus petite ville. Pour la Chine, la stratégie d'enseignement d'1,7 milliard d'habitants ou 1,4 milliard d'habitants en Inde, on se pose d'autres questions. On se dit comment je vais faire. Et puis, justement, cet aspect éducationnel, la partie formation, elle est super importante, mais ça, j'y reviendrai en fin de matinée, parce que c'est un grand endroit où on se pose des questions. Est-ce qu'on a assez de preuves scientifiques pour modifier le type de formation ? À la fin, cette contextualisation, elle arrive. Vous voyez, ça, c'est l'ILCOR. Il y a un grand papier qui fait... Il fait une 50aine de pages à peu près, le consensus de la science. Les Américains sortent ça dans Circulation, les Européens sortent ça dans Resuscitation. C'est deux bouquins qui donc sortent effectivement les recommandations. Là encore, une 50aine, 60aine de pages de recommandations. Et ensuite, tout ça, c'est traduit soit au niveau international par des organismes qui vont adapter à l'environnement, et c'est le cas de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou alors en France, le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire, qui donne effectivement ces recommandations en français, qui vont être prises en compte par les groupes médicaux qui travaillent pour vous, pour le milieu secouriste, avec des représentants médicaux de toutes les associations qui se réunissent là aussi une fois par mois au sein du Conseil national de protection civile pour adapter ces recommandations le plus possible à notre environnement. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc là, je suis pile poil dans les temps puisque je m'étais donné 15 minutes où c'est à vous de causer. C'est-à-dire que c'est bien joli, là, j'ai tout fait sauf de la pédagogie, c'est-à-dire que j'ai raconté ma vie. Là, et maintenant, je voudrais savoir si vous avez bien compris comment ça se construit. Est-ce que ça vous donne plus de confiance en vous, dans votre formation, dans votre pratique quotidienne, et surtout, s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs de ce que je vous ai raconté. Qui veut poser la première question ? On enlève la première question. Qui veut poser la deuxième question ? Comme ça sera plus facile, moins d'angoisse. Dites pas ça, parce que là, je vais me dire qu'est-ce que j'ai été clair et tout. Ça va faire monter mon ego. C'est insupportable. Ah, avec plaisir. Une question relative à justement la disparité des pratiques malgré cet effort d'internationalisation des recommandations. J'étais en Angleterre récemment où ils continuent d'enseigner de la ventilation basée sur leurs recommandations.
quand en France on a abandonné cette pratique. Comment on explique ce type de disparité? Alors ce n'est pas une disparité. Ce n'est pas une disparité, mais c'est parce que peut-être qu'on ne l'a pas encore assez bien expliqué. Mais les recommandations disent deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle le gold standard, c'est-à-dire la recommandation en or. C'est de dire, si vous savez faire, ce qui sauve le plus les gens, c'est de faire du massage cardiaque et du bouche à bouche. Ça, c'est la recommandation. Si vous n'avez pas été enseigné, si vous avez les secours au bout du fil, si vous ne vous rappelez pas de ce que l'on vous a enseigné, ou si vous n'avez jamais appris les premiers secours, appuyez 120 fois sur le thorax par minute et basta, ça suffit. C'est ça la différence. Les deux sont les bonnes. Il y a deux recommandations dans le domaine. C'est de dire, aujourd'hui, c'est pour cela que dans le PSC1, nous avons gardé le massage cardiaque et la ventilation. C'est ce que nous enseignons en France. C'est ce que nous enseignons en France. Alors que pour les initiations, et parce que là, c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire que nous voulons que, et le président de la République l'a décidé, c'est qu'il voudrait, parce que c'est un vœu pieux, que 80 ou 90% des Français sachent faire les gestes de premier secours à la fin du quinquennat. On sait que ça sera difficile, on sait que c'est impossible, mais peu importe. L'idée, c'est que les politiques également poussent un peu le bouchon. Eh bien, c'est que là, dans les initiations, pourquoi on fait le massage cardiaque sans la ventilation? Parce que ça se fait de manière courte, très courte, 45 minutes, 1 heure. C'est là-bas, hein, vous avez là-bas un troupeau de little ânes et c'est comme ça qu'on fait des enseignements de masse. Et que là, le formateur, il ne devient qu'un facilitateur. Et que des fois, on met une vidéo et les jeunes, ils appuient. Ils regardent la vidéo, ils appuient et ils font ça pendant 30 ou 45 minutes. Mais dites-vous que c'est déjà, si on fait ça, on fait décoller les chances de survie de manière absolument incroyable. C'est pour ça que je vous parlais du Danemark, c'est qu'eux, ils sont arrivés à faire la corrélation entre un enseignement de masse, ils ne sont pas des millions les Danois, hein, c'est 7 millions d'habitants, c'est plus facile que de travailler en Chine. Mais néanmoins, ils ont fait un travail énorme. Et là, ils ont montré qu'avoir enseigné aux enfants, dès l'âge de 10, 12 ans, l'appui thoracique, sol, et qu'après, on va plus loin, si on a envie d'aller plus loin, c'est ça. Donc, il n'y a pas de contradiction. Hein, c'est parce qu'on donne des alternatives. On donne des alternatives. On sait que la recommandation internationale dit, si vous voulez donner le plus de chance aux victimes, faites le bouche à bouche et le massage cardiaque. Donc ça, c'est un élément, c'est vous, l'individu. C'est vous, parce que vous savez le faire. Mais quand je parle à la France entière, et que il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des pompiers qui ont fait plusieurs massages cardiaques dans leur vie, et puis d'autres qui en ont fait, des secouristes qui en ont fait une fois, et puis du public qui n'en fera qu'une fois tous les 100 ans, peut-être jamais. Eh ben, il faut que je leur donne quelque chose de simple. Et le message, c'est appuyer sur le thorax pendant toutes les 2 secondes. Et peut-être écouter simplement le mec que vous avez au bout du fil, qui s'appelle un auxiliaire de réponse médicale ou un permanencier chez les pompiers. Et écoutez-le, il va vous aider. Appuyez sur le thorax. Et déjà, si j'arrive à ça, eh ben, j'ai gagné. Et c'est ça la petite différence, vous voyez. C'est pas hétérogénéité, c'est adaptation. Et alors, je vous parlais tout à l'heure des feuilles de banane, c'est pareil. Le gold standard, c'est arroser à l'eau, au moins, toute brûlure, quelle que soit la brûlure, et pour les brûlures graves, avoir un conseil médical. Quand je n'ai pas de conseil médical, service médical, il n'existe pas. Quand je n'ai pas d'eau, qu'est-ce que je fais? J'utilise des moyens locaux. Alors, il y a les feuilles de banane. Pour les plaies, je dois me laver les mains, je dois nettoyer à l'eau. Aujourd'hui, la recommandation, c'est l'eau, même pas le savon. Déjà, l'eau, c'est suffisant. Si on a l'eau... Le savon n'amène rien de plus. Alors qu'avant, nous, on disait l'eau et au savon. Là, nous, on sait que arroser déjà une plaie, c'est nettoyer à 80% les germes, voire plus. Donc, c'est un élément important. Pareil. Alors après, si on met un petit coup d'antiseptique, ça ne fait pas de mal. Puis après, si je surveille, si ça ne devient pas rouge, chaud et douloureux, c'est encore mieux. Pour un endroit où j'ai pas d'eau, j'ai pas d'antiseptique, j'ai pas de service d'urgence qui me donne des conseils, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on sait que le miel, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est une alternative aussi. Alors, on a recherché dans la science, est-ce qu'il y a des gens qui ont publié l'effet du miel sur les plaies? Eh bien, oui.
Oui, il y en a. Et il y a même des chirurgiens en France aujourd'hui qui font des expérimentations en la matière de l'effet thérapeutique du miel. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que la science, ça ne veut pas dire c'est un truc, c'est dogmatique. Non, 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 non. C'est une harmonisation, c'est pas une standardisation. C'est ça le message. C'est de dire. Mais par contre, vous, tous ensemble, ici en France, vous n'avez pas le droit de dire ah bah tiens, on utilisait du miel. Non, non, nous on vous dit en France, bah, vous avez ce qu'il faut quand même. Donc peut-être que l'eau, quand même, c'est mieux. Parce que c'est le gold standard. C'est ce que vous devez recommander. Maintenant, ça vous fait plaisir de dire il y a un mec, il nous a raconté que le miel, c'est peut-être une connerie, mais il a dit ça. Vous pouvez le dire, mais ça, vous ne pouvez pas dire aux gens, c'est d'abord l'utilisation du miel qu'on va privilégier. Mais vous voyez, c'est ça l'adaptation de la science au terrain. Il faut que pour vous, ça soit l'élément qui vous permette de comprendre pourquoi, aujourd'hui, on n'est pas rigoriste, on est rigoureux. On veut vous enseigner des choses qui soient bien dans les lignes de la science, mais on a des petites variations, ne serait-ce qu'en France aussi, hein, parce qu'on a le droit, en France, d'être dans des endroits isolés. Alors on aura sans doute l'eau, mais peut-être qu'il y a des situations qui devront être adaptées. Donc voilà, ça répond à votre question? Encore une autre? Avec plaisir. Juste confusion de ma part, c'est en Suisse qu'on a retiré la ventilation du Basic Life Support, pas en France. Et peut-être justement, est-ce qu'on a une recommandation sur la formation, sur la durée, sur le public, sur justement un gold standard de formation? Alors ça, c'est gentil parce que ça permettra de vous obliger de revenir dans 10 minutes quand j'aurai été faire pipi, que je recommencerai à 10h30. Parce qu'on va parler des contenus. Vous avez vu, ce matin, j'ai pas dit un mot, enfin, sauf 2-3 trucs sur la RCP et puis les plaies ou les brûlures, mais je ne vous ai pas dit là où on allait. Effectivement, l'éducation est un sujet extrêmement important et vous allez voir que les questions qu'on se pose, ce n'est pas forcément la durée de la formation, mais c'est surtout si le citoyen est capable, une fois qu'il a eu la formation, de faire le geste. Et ça, c'est une question qui est intéressante à se poser, parce que si vous enseignez à 600 000 personnes le PSC1, si on enseigne à 1 million de personnes les initiations au premier secours, mais que c'est 1,6 million de personnes à qui on enseigne par an en France, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils se disent « Oh là là, si ça m'arrive dans ma famille, jamais je pourrais le faire », vous avez tout perdu. On a tous perdu. Mais vous, ça veut dire que vous n'avez pas passé le bon message. Vous ne leur avez pas donné la confiance en eux pour passer à l'acte. Donc l'éducation, c'est un sujet intéressant, mais je ne vous répondrai pas tout de suite, je répondrai tout à l'heure. Ah, équilibre des genres, maintenant c'est un homme qui pose la question. Oui, bonjour, Joël Wasseuil, Croix-Rouge, Val-de-Marne. Personne, il y en a. Hein. Donc je voulais revenir sur les éventuelles possibilités de remplacement de l'eau, par exemple pour les brûlures, par d'autres choses. Alors pas au titre de l'information qu'on peut faire en France, mais par rapport à des questions que l'on pourrait avoir sur des apprenants qui iraient dans certains pays ou des choses comme ça. Alors sans que ce soit la règle à appliquer et à diffuser, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un certain nombre d'orientations sur s'il n'y a pas telle possibilité, par quoi on peut le remplacer, sans l'imposer, mais dire que dans des cas très particuliers, il y aurait à la place des épluchures de patates à la place de l'eau, ça on en a entendu parler souvent. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir des officielles recommandations pour les cas très très particuliers? Alors la réponse est oui. Alors elle est oui parce qu'elle est oui cette année. C'est une très bonne question que vous posez maintenant. Parce que je vous aurais dit qu'en 2015, on ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas introduit dans notre panel d'experts des gens qui travaillaient dans des domaines extrêmes, comme des gens en système de guerre, c'est-à-dire en particulier le Comité international de la Croix-Rouge, qui, vous savez, intervient, lui, en situation de guerre. Donc en Afghanistan, en Sud-Soudan, vous ne pouvez pas avoir les mêmes techniques. Et donc les recommandations 2020 qui vont apparaître, alors non pas celles de l'ILCOR, mais celles de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, parce qu'il y a des du CICR, vont donner les preuves en matière d'alternatives. Ce sera un sujet qui s'intitulera en français, alors en anglais c'est implementation, c'est mise en place des recommandations. Et il y aura une analyse, et notre centre de belge d'evidence base a déjà travaillé cela récemment avec un groupe africain,
et nous, un expert français du Centre mondial y était, nous avons déjà les éléments qui vont pouvoir dire, dans la brûlure, effectivement, on peut faire autre chose que d'arroser. Et effectivement, c'est non seulement à destination de gens qui vont peut-être faire des missions à l'étranger, mais deuxièmement, c'est à des groupes de défavorisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, cette année, en 2019, la Journée mondiale des premiers secours s'attachera à faire l'enseignement des premiers secours aux exclus. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a aussi des exclus. On a fait des formations dans le nord de la France, où il y a des terribles situations, vous le savez. On a enseigné effectivement à Sangatte, à l'époque, ou maintenant à Grande-Sainte, à des gens qui étaient des exclus de notre contexte social. Et on n'a pas à juger du pourquoi, et donc on leur a enseigné des choses. Et là, on a dû s'adapter à leur réalité, et des fois à leur langue, mais ce sera un contenu de 2020. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous verrez apparaître cela. Ça ne pourra pas être pour vous, comme vous le dites très bien, le standard que vous enseignerez, mais vous saurez que si vous enseignez à des gens qui, est-ce que vous avez la chance d'être envoyé en mission à l'international pour certains d'entre vous, vous saurez que ce que l'on recommande pour ça ou ça en termes d'alternative, eh bien, c'est cela. Pour les hémorragies, un exemple, c'est d'abord garrot en situation de guerre, et puis c'est ce que vous avez appris lors de l'initiation après les attentats terroristes, mais c'est effectivement la notion du damage control. Mais en tout cas, c'est tous les gestes, on essaiera d'analyser les choses. On n'aura pas des alternatives pour tout, ça n'existe pas pour tout. Hélas, il y a des endroits où on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, mais bon, en tout cas, par exemple, l'immobilisation du rachis, on prend des sacs de sable. Voilà, on peut prendre des sacs de sable. Parce que, d'abord, on verra tout à l'heure, les colliers cervicaux seront mis en question terriblement, mais on a des alternatives. Donc ça sera pris en compte pour 2020. Donc vous avez une autre réponse. Une autre question, ou alors on fait 10 minutes de break et on fera la deuxième partie sur la pratique. Yes, merci, monsieur le technicien. Et puis on passe tout à l'heure, donc allez, on va se dire 10 minutes, puisque c'était à 10h30, il est 10h30. À 10h40, on commence la deuxième partie sur les recommandations elles-mêmes, cette fois-ci le contenu technique. Merci de votre attention.